Mais puisque je vous dis que c'est pas moi. Écoutez, Black Hole, c'est la dernière fois que je reçois une plainte de ce genre. Non mais sérieusement, voler un livre de sortilège. Madame Claricia est complètement effondrée. Mais elle débloque complètement, cette vieille tartine. Et puis qu'est-ce que j'en ferai de son bouquin d'abord? Oh, zut. Ah, il aime ça me raccrocher au nez, hein? C'est son passe-temps favori. Un vieux livre. Qu'est-ce que j'en ferai, hein? Elle peut pas tourner la page, comme tout le monde. Puis il marche même pas son torchon là. Cet homme m'étonnera toujours. Dérober un grimoire magique. Cependant, le mystérieux individu zone toujours près de la ferme, se rapprochant un peu plus chaque jour de sa cible. Prenez garde, inspecteur. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je crois que le temps passé ici commence à me rendre chèvre. Vous savez, être seul, c'est pas ce qui me dérange. Mais cet endroit... Garder cette ferme perdue, comme ça, en plein milieu de la pampa... bah, c'est un petit peu être comme gardien d'un phare coupé du monde. Vous pourriez crever la bouche ouverte que personne ne le remarquera. Ça me rappelle cette histoire là, dans les îles écossaises en 1900. Il y avait 3 gardiens de phare, super talentueux et expérimentés. Thomas, James et Donald. 3 joyeux lurons qui étaient vraiment taillés pour être gardiens de phare et pourtant, on ne les a jamais retrouvés. Aucune trace d'eux. Pas d'indice, en dehors d'une chaise renversée dans la cuisine. La porte principale du phare était fermée de l'intérieur quand on est venu les chercher. Donc incompréhensible, l'un des plus grands mystères jamais résolus. Bah, évidemment qu'on va passer ça à la lumière noire. Allez, allez, allez! En décembre 1900, un bateau embarquait pour l'île d'Eilean mort. L'un des 7 îlots des îles Flannan au large de la côte nord-ouest de l'Écosse. Le capitaine James Hervey a été chargé de fournir un gardien de phare de relève dans le cadre d'une rotation régulière. Le voyage a été retardé de quelques jours par le mauvais temps. Mais quand Hervey a pu reprendre son navire, il était clair que quelque chose n'allait pas sur l'île. Aucun des gardiens n'était venu saluer l'équipage comme la coutume le veut à chaque relève. En embarquant sur l'île, un mauvais pressentiment gagne le cœur de Joseph Moore, le remplaçant désigné qui a été le premier à faire cette découverte. Enfin du moins cette non-découverte. Ah oui. En montant les marches jusqu'au phare, ce sentiment s'intensifie. Il continue de monter les marches, il continue... Et à un moment, il croise 3 corbeaux qui le fixent du regard. C'est un moment un peu bizarre, les corbeaux le regardent, Joseph regarde les corbeaux le regardent, Joseph regarde le corbeau. Mais où est donc le renard? Et après avoir crié, ils s'envolent tous les 3. Le tableau de base n'a rien de rassurant. Et donc, comme je le disais, en arrivant au phare, la porte est verrouillée, personne ne vient l'ouvrir, du coup, lui, étant le remplaçant, il a les clés du phare et l'ouvre. Personne n'est à l'intérieur. De suite, le capitaine lance une équipe. On fouille l'île entière de fond en comble. L'île n'est pas très grande, mais chaque caillou, chaque pelote de terre a été remuée pour retrouver les gardiens. Il n'y a aucune trace d'eux. Donc c'est Joseph, le premier qui a fait cette découverte, qui a été le premier à enquêter, à faire part d'un sentiment de terreur généralisé, alors qu'il gravissait la falaise vers le phare. À l'intérieur, la table de la cuisine contenait des assiettes de viande, de pommes de terre et de cornichons. L'horloge était arrêtée, il y avait une chaise renversée dans la cuisine. La lampe à huile était déjà préparée, prête à être allumée, et il manquait un des manteaux et une paire de bottes. Alors à savoir qu'il est pratiquement impossible de circuler sur cette île sans une bonne paire de bottes. Et le fait que dans le phare il restait une paire de bottes, déjà ça pose l'énigme. Ça veut dire que 2 des gardiens auraient été dehors et un serait resté. Et puis après... Quoi, des martiens? Donc ces quelques faits ont soulevé plus de questions que de réponses, évidemment. Pourquoi l'un des gardiens serait-il sorti sans son manteau et sans ses bottes? Pourquoi tous les 3 seraient-ils partis ensemble alors que les règles l'interdisaient? C'est la règle d'or du phare, on ne laisse pas le phare sans surveillance, il fallait qu'il y ait toujours au moins un des 3 gardiens à l'intérieur du phare. C'est une règle importante, attention, c'est bien dit dans la règle, sous aucun prétexte. Les horloges étaient arrêtées et d'autres signes indiquaient que l'accident avait dû se produire il y a environ une semaine. Alors cette île avait quand même un petit peu sa mythologie, ses particularités. Les seuls résidents permanents étaient des moutons. Et les éleveurs de ces moutons qui venaient les entretenir régulièrement appelaient cette terre le pays maudit.
estimant qu'il s'agissait d'un endroit touché par quelque chose de paranormal. Ah, l'Écosse, hein, le pays de tous les fantômes. J'ai un oncle là-bas, Nick quasi sans tête. Il vit dans la vallée de Nick-Nibra. Encore une histoire qui a donné un paquet d'idées farfelues à tout un tas de frappadingues. Certains disent que les 3 corbeaux qui ont crié sur Joseph en arrivant, c'était les 3 gardiens du phare en fait, qui ensuite se sont envolés. D'autres pensent qu'ils ont été victimes d'un monstre marin qui les aurait emportés avec lui, ou même le fait qu'ils se soient fait abducter par des extraterrestres. Des hypothèses un peu plus terre-à-terre prônent la folie, l'empoisonnement, une soirée un peu trop arrosée, hein. C'est vrai qu'ils se réchauffaient comme ils pouvaient, et ils avaient pas beaucoup de divertissement hormis l'alcool sur ce phare. Oui, bon, c'est déjà un peu plus rationnel, mais je sens qu'on peut faire mieux. Passons ça au travers de la lumière noire, j'en ai bien peur, vous avez l'habitude. Ah, mon chapeau! Alors s'il vous plaît, chassez-moi de votre esprit toutes ces histoires de paranormal et de fantômes. Faut vraiment être con comme une gomme pour penser à ça. C'est comme l'autre chouette avec son grimoire là, des sorts. Mais ça va pas ou quoi? On est où là? Faut sortir, hein, y a un monde dehors les gars. Alors revenons sur Terre 5 minutes et on fait le point rationnellement sur ce qu'on a. Une porte du phare fermée de l'intérieur. Une chaise dans la cuisine renversée. Une seule paire de bottes pour 3 gardiens. Une malle qui a été retrouvée un petit peu plus loin. Une malle qui contenait des cordes a été retrouvée ouverte. Le journal intime de Thomas, le plus âgé des 3. Le contenu de ce journal pose encore plus de questions que de réponses, encore une fois, c'est une énigme. Le journal mentionne donc une tempête et que ses 2 autres collègues sont en déprime totale. Ils prient ensemble pour que la tempête se calme, l'un d'entre eux est vraiment en déprime, il est même en pleurs. En bref, le moral est au plus bas, au cœur de cette tempête. La dernière phrase écrite est encore plus perplexe. Tempête terminée, mer calme, Dieu est au-dessus de tout. Pourquoi ces écrits sont aussi énigmatiques que ça, me direz-vous? Ah, je vous vois, vous êtes en train de penser que oui, peut-être que la tempête a emporté les 3 pauvres hommes. Ah, ça colle pas du tout, non. Déjà, premièrement, Dieu est au-dessus de tout, il prie pour que la tempête se calme. C'est déjà bizarre, les 3 gardiens sont athées comme des becs. En gros, ils croient pas en Dieu. Les 3 ne croient pas en Dieu. Ce sont aussi des gardiens expérimentés, ils en sont pas à leur premier coup d'essai, à leur première tempête. Alors pourquoi se retrouver en déprime et être mort de trouille comme ça? Ensuite, et là c'est encore plus bizarre, aucune tempête n'a été enregistrée le jour où ils indiquent une tempête. C'est de toute évidence l'une des affaires les plus mystérieuses qui m'ait été donnée de traiter. Compliqué d'émettre une hypothèse du coup, qui concorde avec tout ça. Celle qui revient le plus souvent parle d'une puissante vague qui a raflé au moins l'un des marins. Les 2 autres voient la scène et filent l'aider, faisant tomber une chaise dans la précipitation, violant la règle d'or qui est de ne pas laisser le phare tout seul. L'un d'eux oublie de prendre son manteau et ses bottes, toujours dans la précipitation. Il ouvre la malle, s'empare des cordes pour aller sauver ses copains, ou son copain, et en arrivant sur place avec les cordes, une 2e vague emporte les 2 autres hommes. Aussi aguerris et expérimentés qu'ils pouvaient l'être, ce genre d'accident peut toucher tout le monde. Sinon, il n'y aurait jamais de crash d'avion, il n'y aurait jamais de naufrage, des alpinistes qui chutent mortellement, enfin voilà, les accidents touchent absolument tous les corps de métier dangereux, peu importe le nombre d'années d'expérience que vous avez. Je ne vous apprends rien, j'espère. Ces métiers sont même peut-être plus dangereux pour les pros que pour les débutants. Les professionnels qui font tout le temps ça, ils prennent l'habitude, ils prennent la confiance, et c'est là que ça pardonne pas. Cette hypothèse est donc celle qui est le plus souvent relayée, c'est la moins farfelue, c'est la plus évoquée par les enquêteurs, les journalistes, les pseudo-journalistes. Ce n'est pourtant pas la mienne. La porte du phare était fermée. Vous pensez vraiment que dans la précipitation, il aurait pris la peine de fermer à clé derrière lui? Alors il oublie ses bottes, mais par contre il n'oublie pas de fermer à clé. C'est pas logique. Est-ce que c'est vraiment eux qui ont écrit dans le journal? Peut-être que des pilleurs sont venus les attaquer, pensant trouver des objets de valeur. Pas de chance, c'était pas le cas. Les 3 gardiens sont tués et jetés à la mer. La malle a été sortie et ouverte car ils pensaient peut-être trouver des choses de valeur dedans. Il reste un jour ou 2 au phare pour festoyer de leur victoire, je sais pas. Et surtout pour utiliser et consommer les vivres du phare. Ils s'amusent un peu avec le journal intime à inventer une histoire de tempête, récupèrent les clés et prennent bien la peine de fermer derrière eux. Ou de trouver une solution pour fermer de l'intérieur et sortir par une fenêtre par exemple. Soit ça, soit l'un d'entre eux a complètement pété les plombs et je pense là au moins expérimenté, le plus jeune, Donald. Il pète les plombs et puis à un moment donné c'est vraiment craquage total sous l'effet de l'alcool qu'il consommait encore une fois beaucoup. C'est le métier qui veut ça, hein. Qui suis-je pour juger? On mange bien à la cantine ici. Du coup ça fait la fête, ça picole, ça pète les plombs, une bagarre éclate, les 2 autres sont tués et jetés à la mer. Le jeune ferme la porte à clé
n'emporte ni son manteau ni ses bottes et s'en va se jeter lui-même à la mer. Deux terribles scénarios qui me semblent pourtant tout aussi possibles que la double vague déferlante. La question maintenant, c'est quel est votre avis sur le sujet? C'est où ça les îles Flannan? Un îlot tellement petit qu'on le voit même pas sur la carte. Je crois qu'il me faut une loupe plus grosse. Vous pouvez bien évidemment quitter la lumière noire, on se retrouve dans un prochain épisode, un prochain numéro. L'inspecteur ignore encore que le livre de sorts dérobé quelques mois avant sa mutation à la ferme appartient à une femme très dangereuse. Femme qui a récemment disparu de son domicile. Peut-être s'est-elle mise en chasse afin de retrouver le fripon qui lui a subtilisé son précieux ouvrage. Notre inspecteur n'a peut-être pas mesuré la gravité de son acte, encore une fois. Gare au retour de flamme, inspecteur.